Vous avez probablement appris que depuis ce matin, des jeunes médecins congolais formés à Cuba ont été bastonnés par la gendarmerie et la police alors qu'ils avaient rendez-vous à la DOB. C'est ce que nous apprenons de nos sources. Rappelons également que la semaine dernière, ils étaient à la primature et aujourd'hui, ils étaient attendus alors qu'ils avaient rendez-vous, bien entendu, mais les gendarmes et les policiers les attendaient à pied ferme et ils ont été, mais vraiment, tabassés avec des matraques. Que vous inspire une telle action des agents de force de l'ordre sur nos jeunes médecins, il faut le dire comme ça, les jeunes qui ont été formés à Cuba? Alors, en ce qui concerne ces faits dramatiques qui se sont passés ce matin au Congo, effectivement, on l'a suivi. C'est pour moi une tragédie. Je dirais même que c'est un drame. Vous dites ce que pense le général Mokoko, tout le monde le sait, parce que rappelons que quelques jours, je crois, après, sinon quelques semaines après sa reclusion forcée, bien entendu, il a reçu la visite de Jean-Pierre Vuidon, c'est cela le nom, de l'ambassadeur, alors ambassadeur de France au Congo. Avant cette visite, c'était Jean-Yves Olivier qu'il avait visité. C'est ce lobbyiste de Denis Sassou Nguesso qui se passe aussi pour un diplomate de l'ombre, qui lui feront donc la proposition de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit libre. Ce que Mokoko leur avait dit, niet, pas question de reconnaître cela. Et bien en plus, Mokoko va accuser la France de l'avoir lâché. Ce sont des informations que vous trouverez sur des sites d'information de Libération, il y a aussi Mediapart. Et donc, malgré qu'ils ont insisté, Mokoko leur a dit je ne pouvais pas parce que finalement, je ne cautionnerai pas cette mascarade, cette tricherie. D'accord? Et plus loin, il y a aussi eu d'autres initiatives où il a fini par dire pas question. Si c'est pour des compromissions, je ne le ferai pas. Alors aujourd'hui, parler de grâce présidentielle, vous ne pensez pas que c'est, n'est-ce pas, aller à l'encontre carrément de la volonté du général Jean-Marie Michel Mokoko lui-même? Écoutez, vous savez, le volet Jean-Marie Michel Mokoko, comme vous le disiez, moi, c'est quelque chose que, comme beaucoup d'Africains, qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que nous avons besoin d'autres... bon, je peux vous dire que le général Mokoko aurait peut-être été plus utile pour les Congolais en dehors de la prison, à l'intérieur de la prison. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Telar TVR7 en compagnie de Mingwa Biango, administrateur du site d'information Congo Liberty. Il est aussi président exécutif de l'ONG Urgence Enfants Africa. Bonjour, Mingwa. Bonjour, mon frère Christian Perrin, et bonjour à tous les téléspectateurs de R7 TLR-TV. Merci d'avoir accepté notre invitation au centre de cette interview, votre activité humanitaire. Nous aborderons également une question d'actualité, notamment la bastonnade des jeunes médecins formés à Cuba ce matin au ministère de l'Enseignement supérieur. Et si le temps nous le permet, nous reviendrons sur une autre question humanitaire, notamment l'initiative des ONG locales au Congo-Brazzaville qui avait donné une conférence de presse demandant une grâce présidentielle pour la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko et d'André Okombi Salissa. Ce sont ces questions qui seront donc au centre de notre entretien aujourd'hui. Nous allons commencer par l'actualité. Évidemment, vous avez probablement appris que depuis ce matin, des jeunes médecins congolais formés à Cuba ont été bastonnés par la gendarmerie et la police alors qu'ils avaient rendez-vous à la DOB. C'est ce que nous apprenons de nos sources. Rappelons également que la semaine dernière, ils étaient à la primature et aujourd'hui, ils étaient attendus alors qu'ils avaient rendez-vous, bien entendu, mais les gendarmes et les policiers les attendaient à pied ferme et ils ont été, mais vraiment, tabassés avec des matraques. La scène est digne d'un film hollywoodien. En République du Congo, des médecins lynchés, tabassés et pourchassés par la force publique. Des images insoutenables.
Ces jeunes médecins, formés à Cuba, ont vécu une matinée d'horreur. À coups de matraque, de coups de pied, ils ont été dispersés des abords du ministère de l'Enseignement supérieur en cette matinée du 17 janvier 2024. Admis au service d'urgence du CHU de Brazzaville. Ici, les impacts de cette violence témoignent le calvaire vécu par ces médecins. La chronologie des événements, je ne saurais bien vous dire avec la confusion qu'il y a dans ma tête, vu que j'ai reçu une matraque au niveau de mon crâne. J'ai mal. On manifestait de façon à ne pas casser, à ne pas troubler l'ordre. Mais les gendarmes sont venus après. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à agresser même des filles et tout. J'ai voulu protéger une de nos collègues et après j'ai reçu une matraque sur la tête. C'est ce que je... Bon, je ne sais pas si c'est à ce à quoi nous devons être assujettis, nous les médecins. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on paye arbitrairement certains. Pourquoi aujourd'hui ça fait 17 mois qu'on ne sont pas intégrés. Je ne sais pas si il faudrait qu'on abandonne la médecine. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'on doit faire en vrai? Parce que aujourd'hui c'est vraiment un désastre. Nous sommes déçus en tant que professionnels, en tant que médecins, d'avoir reçu un tel traitement alors que nous n'avons porté ni main à des biens, ni aux agents de force de l'ordre. Bon, c'est inexplicable quand même. Pourtant, c'est en paix que ces jeunes médecins de la deuxième promotion formée à Cuba sont arrivés devant le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur pour réclamer leur arriéré de bourse. Que retenir de cette triste scène vécue par ces jeunes médecins envoyés en formation par la République pour servir la mère patrie? Ces médecins, traînés à même le sol, auront sans nul doute besoin de la ressource pour se relever et poursuivre ce combat. Que vous inspire une telle action des agents de force de l'ordre sur nos jeunes médecins, il faut le dire comme ça, les jeunes qui ont été formés à Cuba? Alors, en ce qui concerne ces faits dramatiques qui se sont passés ce matin au Congo, effectivement, on l'a suivi. C'est pour moi une tragédie. Je dirais même que c'est un drame. On a accueilli nos jeunes soignants avec des matraques, mais cela ne nous surprend pas du tout parce que les autorités actuelles de Brazzaville n'ont jamais procédé par le dialogue avec qui que ce soit. Et donc là, c'est plutôt un épilogue qui ne me surprend pas. Mais qu'à cela ne tienne, il faut avoir une analyse un peu plus fine. On a donc des Congolais, des jeunes qui sont allés se former à Cuba et donc qui sont rentrés. Donc se pose la question de l'intégration de ces jeunes ou non dans la fonction publique à travers le réseau d'infrastructures sociales au Congo-Brazzaville. Il se passe que chez nous, malheureusement, aujourd'hui, nos hôpitaux sont exsangues et on a donc besoin, à travers tout le territoire national, de soignants. Mais malheureusement, l'État, depuis des années en tout cas, n'a pas fait grand-chose et on voit bien que les seules infrastructures viables sanitaires au pays sont, en tout cas quand je dis viables, en tout cas celles qui existent, ce sont celles des grands centres urbains. Donc, il y a toute une politique à mettre en place qui n'a pas été faite. Et malheureusement, on arrive à un stade où tout soignant, malheureusement, veut intégrer la fonction publique. Mais on voit bien que dans un pays normalement administré, il y a également de la place dans le secteur privé. Encore faut-il que lorsque des médecins ou des infirmières, d'ailleurs, ou infirmiers terminent leurs études, que l'État les accompagne à s'installer. Et tout ça, si vous voulez, est connu. Ce sont des classiques que le gouvernement congolais de M. Denis Sassou Nguesso n'a pas su mettre en place. Ces politiques sont donc connues, comme je vous le disais, et demain, lorsque la restauration de la démocratie, je l'espère, se fera au Congo, espérons que ça soit cette année nouvelle 2024, que les Congolaises et les Congolais s'asseyent pour mettre en œuvre non seulement une politique viable sur le plan sanitaire, mais également dans l'éducation, au niveau de l'armée et bien d'autres domaines.
Alors, vous avez dit, ce sont des méthodes connues de Denis Sassou Nguesso, mais est-ce que c'est vraiment là la réponse adaptée, j'allais dire pédagogiquement parlant? Était-il obligé de frapper les jeunes médecins de la sorte en public, en plus, qui ne viennent que, en fait, revendiquer une intégration? On pouvait les recevoir et leur dire, bah, écoutez, c'est toujours pas prêt, revenez prochainement. Pourquoi frapper? Quelle interprétation donner à cet acte de Alors, violence? l'interprétation, c'est plutôt le mode de fonctionnement de la force publique congolaise. Comme vous le savez, c'est une force publique qui sait qu'elle travaille dans l'impunité totale. Vous savez bien que tous les braquages au Congo-Brazzaville sont le fait de, de, de- du personnel de la fonction publique, en tout cas de certains de ses officiers. Vous savez que le phénomène des bébés noirs est entretenu par des officiers de la police ou de l'armée. Donc, moi, ça ne me surprend pas du tout, même si nous le décrions, et c'est pour ça que nous militons pour que les droits de l'homme au Congo-Brazzaville soient respectés. Mais dans cet environnement-là, il ne faut pas que les Congolais rêvent. Hein. Si nous ne nous battons pas pour restaurer la démocratie qui va, en tout cas, veiller aux droits de l'homme, les choses se poursuivront telles quelles. Il n'y a pas de... Donc, si je vous ai bien compris, Mingwa Biango, c'est que vous êtes en train de nous dire que finalement, au Congo, c'est une, j'allais dire, une stratégie basée sur la violence, c'est-à-dire maintenir la terreur comme mode de gouvernance, c'est ça? Mais tout à fait, parce que là, vous voyez des jeunes qui vont effectivement rencontrer les autorités de fait du Congo-Brazzaville, mais est-ce que vous avez déjà vu des manifestations au Congo? Dans tous les autres pays dits démocratiques, quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a des manifestations. Là, ce sont des jeunes en plus qui arrivent avec leur blouse, donc c'est donc des apôtres de la paix, ce sont ceux qui demain vont soigner, c'est ceux qui vont donner la vie, en tout cas, et ils sont accueillis de cette manière-là. Donc, pour nous, en tout cas, nous pensons que si demain il y a des étudiants qui manifestent au Congo, ça se passera comme ça. Donc, il faut que les Congolais, en tout cas pour ma part, je ne suis pas du tout surpris. Et comme vous le savez bien, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, nous avons encore des prisonniers politiques qui n'ont pour seul péché mignon d'avoir, Pour avoir voilà, bravé Sassou c'est Nguesso aux c'est ça, donc, élections. c'est ça. Donc, moi, ça ne me surprend pas du tout. Il y a des prisonniers politiques, le général Mokoko, il y a André Okombi-Salissa, et il y a tout cet arsenal militaire qui a été mis en place pour terroriser les populations. Donc, les faits qui se sont passés ce matin, moi, ne me surprennent pas du tout. Évidemment, nous reviendrons sur le cas général Mokoko et Okombi Salissa tout à l'heure. Mais alors, venons-en d'abord sur votre association, votre ONG, Urgence Enfants Africains. Une ONG, une association. Urgence Enfants Africains est une jeune ONG qui est domiciliée en France. On est une ONG parce que nous avons pour siège social donc la France où nous intervenons. Nos interventions en France se font par l'évacuation sanitaire des enfants africains qui ne peuvent être soignés dans leur pays, principalement dans la chirurgie maxillofaciale, ça c'est pour la France. Et nous intervenons également en Afrique avec nos partenaires, en particulier les enfants du MoMA, avec qui nous avons une convention, pour évacuer également des enfants africains vers les destinations où les enfants du MoMA font des missions humanitaires. Donc, le fait que nous intervenons et en France et dans plusieurs pays africains font que nous avons l'appellation d'ONG. C'est ça principalement la différence entre une association et une ONG. Donc, nous sommes bel et bien une ONG panafricaine, comme on vient de l'expliquer, mais qu'elle est animée par plusieurs membres. Je suis moi-même président exécutif, mais vous avez comme président d'honneur Tammy Miansoni, qui est procureur de la République de Brest en France. Vous avez euh, Justin Balonga, qui est avocat à la Cour de Paris. Vous avez le docteur Gonga Zanzou, qui est vice-président de notre association. Vous avez le docteur Mbandi. Vous avez Serge Mberi aux États-Unis. Vous avez Mwanda Musoki. Donc, nous sommes une
quinzaine de membres actifs d'Urgence Enfants africains et je remercie par la même occasion tous les collaborateurs d'Urgence Enfants africains que je représente ici. Et j'espère que cette année, nous allons faire un excellent travail en relevant les défis qui sont les nôtres. Voilà, vous avez parlé de la chirurgie maxillofaciale. On va donc rester un Maxillofacial. instant, oui, sur cela. De quoi s'agit-il concrètement? Et vous avez dit, en fait, c'est une ONG qui assiste essentiellement les enfants. Quand vous avez dit enfants, vous les circonscrivez. Si vous voulez, notre ONG a principalement trois objectifs, hein. Là, je parle des objectifs principaux. On a pour objet d'évacuer des enfants qui ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine pour des faits de plateau technique ou tout simplement de compétences spécifiques, hein, parce que vous savez que dans la médecine, il y a plusieurs branches et malheureusement, parfois dans nos pays, nous n'avons pas de spécialistes de certaines maladies. Donc, nous intervenons principalement lorsque les enfants ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine. Non seulement congolais, mais également des enfants d'autres pays africains. C'est principalement en maxillofacial, donc on procède par des chirurgies maxillofaciales et orthopédiques pédiatriques. Orthopédiques pédiatriques. Donc, dans le maxillofacial, vous avez plusieurs pathologies, également dans la chirurgie orthopédique pédiatrique. Ça, c'est pour le premier objet. Ensuite, on a également, si vous voulez, dans les différents partenariats que nous avons souscrits avec des ONG françaises et américaines, nous avons pour objet le transfert des compétences, c'est-à-dire que lorsque les missions humanitaires interviennent dans un pays tiers, vous avez des soignants locaux qui participent également aux missions, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une opération chirurgicale, vous aurez des soignants africains qui vont participer avec les soignants français ou américains qui interviennent pour transférer des compétences. Donc, vous avez en amont des enfants qui sont soignés, vous avez également des soignants qui sont formés et c'est une formation mutuelle parce que vous savez que dans la médecine, il y a également euh, tout ce qui tout ce qui concerne le tropical. Donc, les soignants africains également transmettent aux médecins français ou américains. Et nous Oui, mais avons, pardon, Mingwa Bianco. Vous avez dit il y a également là un transfert de compétences. Je veux bien, mais transfert de compétences, est-ce que cela suffit? Parce qu'il y aura aussi un problème de plateau technique, vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que dans le même temps, il y a un transfert technologique aussi? ce qu'il faut savoir, et moi j'ai participé à plusieurs missions humanitaires en Afrique avec nos partenaires que sont, par exemple, les enfants du Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les centres hospitaliers africains, en tout cas ceux que nous avons visités où nous avons pu faire des missions, les plateaux techniques sont d'un excellent niveau. Là, c'est peut-être pas vrai partout, mais les plateaux techniques sont d'un excellent niveau. Ce qui peut manquer parfois, c'est, si vous voulez, la Mais technicité de nos vous ferez soignants. mieux, pardon, Mingwa Bianco, vous ferez mieux de nous citer quelques pays, parce que lorsque vous dites dans certains pays, on peut imaginer c'est où, Gabon, Congo, Alors, au Gabon, vous avez deux CHU, par exemple, où vous avez une infrastructure qui permet des opérations de très haut niveau. Après, j'en conviens, il y a aussi des... Je ne suis pas médecin, hein. Moi, je suis plutôt ingénieur dans les télécommunications, mais j'ai quand même aujourd'hui un certain recul. Mais vous avez, par exemple, des opérations qui ne peuvent se faire en Afrique parce qu'il y a effectivement, comme vous le rappeliez, des outils ou un matériel qui ne permet pas de faire certaines chirurgies très complexes. Je vais vous prendre le cas de la petite Lisa que nous avons fait évacuer en France, qui a été opérée à l'hôpital Necker. Elle avait un problème
d'ankylose maxillo-faciale plutôt mandibulaire. Donc, ce sont les mâchoires qui ne s'ouvraient pas. Donc, elle avait vraiment du mal à mouvoir, en tout cas, ouvrir sa bouche. Elle avait une très faible amplitude. Et comme vous le savez, lorsqu'on fait une opération, il y a une intubation qui se fait. Et le fait qu'elle n'arrivait pas à ouvrir sa bouche, donc on ne pouvait pas l'intuber. Et on a pu l'opérer en France parce que l'intubation s'est faite par voie nasale. C'est une nouvelle technologie que même ici en France, il y a plusieurs médecins anesthésistes réanimateurs qui ne la maîtrisent pas, en tout cas qui ne peuvent la faire. Donc, Et par la exemple, petite Lisa est d'origine, je elle peux est d'origine savoir? congolaise, elle vit à Pointe-Noire au Congo, elle est rentrée, elle se porte bien, elle poursuit son parcours de soins. Et donc, voilà, là, je vous parle d'un cas précis. Par exemple, Non, je voulais justement savoir, juste évidemment, la question qui devait suivre, c'était de savoir, en dehors de la petite Lisa, il y a eu d'autres interventions où vous avez pu alors, on a repérer cas une au Congo, par intervention exemple. qui s'est faite en Guinée-Conakry, petit Jean Placide, qui a séjourné 2 mois en Guinée-Conakry. Nous y étions également, c'est-à-dire que lorsque nous organisons une évacuation sanitaire d'un enfant, nous les accompagnons sur place. Et chaque fois qu'il y a une évacuation du Congo-Brazzaville, par exemple, ou d'un pays africain vers un autre pays africain, il y a obligation que cet enfant soit accompagné par un de ses parents. Donc, il y a eu le petit Jean Placide qui a séjourné pour des pieds-bots très complexes, c'est-à-dire une déformation des 2 pieds. Il a été opéré, ses pieds ont été redressés et il est rentré au Congo-Brazzaville. Il est suivi par des médecins congolais. En tout cas, il est très bien suivi. Donc, voilà un deuxième cas que je peux vous citer. Et puis, il y en a d'autres. On a une mission maxillofaciale qui aura lieu en mars 2024, où nous avons 2 enfants congolais qui seront évacués si tout se passe bien. Ce sont des enfants congolais qui ont des tumeurs au niveau de la tête. Il faut déterminer si ce sont des tumeurs malignes, donc cancéreuses ou bénignes. Et donc, en mars 2024, nous allons procéder à ces 2 évacuations-là, Oui, si mais tout se pardon, passe comment se correctement. fait l'identification de ces patients-là? Quels sont les critères de choix? Qui les identifie? Vous-même ou bien c'est des parents qui vous localisent et font la demande? Comment ça se passe? Alors, on a été un peu victime de notre succès. Quand je dis de notre succès, en guillemets, on a pour le moment pas eu le temps de vraiment se structurer, en tout cas de créer des réseaux dans différents pays africains, y compris le Congo-Brazzaville, qui est mon pays d'origine, en tout cas celui de plusieurs membres de Urgence Enfants Africains. Pour le moment, nous avons été contactés directement par des parents via les réseaux sociaux, par des membres de notre association qui nous ont remonté des cas. Et nous profitons donc de l'occasion que vous nous offrez sur TLR TV pour que tous les Africains qui nous écoutent, ou même les Congolais, nous remontent des cas via notre adresse que je pourrais vous transmettre, notre adresse email. Et il n'y a aucune discrimination, c'est-à-dire que pour les Congolais, que ce soit un enfant de Wesso, d'Oyo, de Muyonzi, de Kinkala, il n'y a pas du tout de discrimination. Nous sommes tous Congolais. Les cas donc, qui nous sont remontés, il y a une certaine exigence, c'est-à-dire que lorsqu'on nous remonte un cas, il faut à minima qu'on ait le dossier médical. Lorsqu'il n'y a pas de dossier médical, et au vu des photos, nous voyons bien que c'est un cas qui peut être éligible. Nous nous organisons avec les parents pour collecter toutes ces informations-là. Ensuite, nous les envoyons à nos différents partenaires qui, eux, valident. C'est-à-dire que la validation finale est faite par nos partenaires qui sont des soignants avec des radiographies, des scanners ou autres. Voilà un peu rapidement expliqué le processus. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que nous sommes des bénévoles, nous sommes des bénévoles totalement désintéressés et toute cette prestation est gratuite pour les familles, donc ce n'est pas du tout payant. Oui, vous êtes des bénévoles, les prestations sont gratuites, mais comment faites-vous pour
déplacer, prendre charge du séjour des patients? Comment ça se passe? Qui finance tout ça? Alors, nous procédons à des collectes de fonds sur les réseaux sociaux, nous faisons des appels aux dons. Il y a jusqu'à présent des Congolais de bonne volonté qui se sont mobilisés. Je profite de l'occasion pour remercier tous nos donateurs. Il y a des donateurs de la diaspora congolaise, mais également des Congolais qui vivent au Congo-Brazzaville. Et je peux même vous dire que ce sont les plus gros contributeurs, contrairement à ce qu'on pense. Toutes les collectes de fonds que nous avons réalisées, vous avez des Congolais qui, depuis le Congo-Brazzaville par exemple, nous ont fait des dons de 1 500 euros, de 500 euros. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Il faut que les Congolais de la diaspora principalement comprennent que nos compatriotes restés au pays sont, si vous voulez, également mobilisés comme nous parce que je sais bien hein, que dans la diaspora congolaise, souvent, bon, on pense que ceux qui sont au pays ne travaillent pas, mais nous, à travers notre association, nous constatons que les Congolais, en tout cas, il y a encore un brin de solidarité parce que tous ces enfants que nous soignons sont une victoire collective. Urgence Enfants africains n'est qu'un facilitateur. Et je remercie donc tous les donateurs congolais qui nous font confiance, y compris ceux de la diaspora et des Africains, ainsi que des Occidentaux. Alors, vous vous occupez, en fait, vous prenez charge des enfants, vous avez dit, est-ce qu'on peut connaître la tranche d'âge? C'est de quel âge à quel âge? Lorsqu'on parle d'enfants, je sais que les jeunes, c'est de 15 ans à Alors, 35 ans, mais les enfants, quand vous dites enfants, de quel âge à quel âge? les enfants, ça va dépendre, si vous voulez, du lieu de l'évacuation. Lorsqu'il s'agit d'une évacuation dans un pays africain, vous avez donc des parents qui accompagnent leurs enfants et là, on peut partir de 2 ans, d'une année jusqu'à 12, 13, 14 ans. Mais je peux vous dire aussi que pour avoir accompagné nos partenaires dans différentes missions humanitaires en Afrique, vous avez également des jeunes adultes qui sont soignés, c'est-à-dire que en amont, il y a une sélection qui se fait, mais lorsque les soignants en Afrique sont confrontés à des cas qu'ils peuvent traiter, ils le font avec plaisir, même lorsque ce sont des adultes. Mais sur le principe, on va sur la base que ce sont des missions dédiées aux enfants. Ensuite, pour la France, et c'est là où c'est un peu plus compliqué, vous savez que pour une évacuation en France, il faut un visa sanitaire. Et ce visa sanitaire-là est donc délivré par le consulat de France, en tout cas les consulats de France. Ça peut être celui de Brazzaville ou de Pointe-Noire. Et là, effectivement, les enfants viennent non accompagnés. Et donc, ils sont hébergés chez les membres d'Urgence Enfants africains, que je salue d'ailleurs, et donc là, c'est un peu plus complexe. Donc, l'enfant arrive seul, il faut s'occuper de l'enfant. Et là, pour le moment, puisque nous n'avons pas suffisamment de moyens, euh, Oui, mais on, il se trouve que vous êtes une on souhaite, en tout organisation. cas, on fait en sorte que les enfants qui arrivent soient autonomes. Quand je dis autonome, parce que bon, il faut que l'enfant arrive à faire sa toilette, il faut que l'enfant arrive à manger, mais nous travaillons pour que nous ayons ce qu'on appelle une maison de l'enfance, une maison qui va accueillir des enfants, où il y aura un personnel qui va s'occuper de ces enfants-là, et lorsque nous atteindrons cet objectif, nous pourrons faire venir des enfants de 2 ans, mais si vous voulez, il faut qu'on arrive à nos fins. Pour faire cette maison de l'enfance, il faut en moyenne 20 000 euros par an. Nous avons fait une estimation, mais 20 000 euros par an. Lorsqu'on voit le service que pourra rendre cette maison de l'enfance, c'est pas grand-chose. Alors, vous avez dit qu'il y a parfois un petit souci au niveau des ambassades, particulièrement l'ambassade de France pour avoir les visas. Vous avez dit, les enfants sont obligés parfois de voyager seuls. Euh, il vous est arrivé parfois d'associer un peu ou de demander le concours du gouvernement congolais dans ce genre de cas, par exemple, pour faciliter
l'acquisition des visas, puisque c'est un cas humanitaire. Alors, si vous voulez, on parle de, c'est pas vraiment des complications au niveau de l'ambassade de France, mais il faut partir des faits. Il y a des statistiques qui existent, qui ne sont peut-être pas diffusées, comme vous le savez. Le Congo-Brazzaville est un pays où bon, la majorité des gens, quand même, sont pauvres, hein, malgré la richesse du pays. Et toute personne qui arrive en Europe ne veut pas repartir. Donc, il est normal que l'ambassade de France soit plutôt très parcimonieuse en ne délivrant pas des visas à des parents accompagnants. Donc, nous, lorsque nous présentons un dossier, ce dossier doit contenir également le dossier de la famille d'accueil. Euh, Là, pour le moment, les accueils se sont faits donc chez moi et également chez Maître Baloga, avec qui nous avons fondé l'association. Donc, pour vous dire, famille d'accueil, aujourd'hui, c'est nous qui recevons les enfants chez nous. Donc, il y a ce dossier qui est déposé à l'ambassade de France. Il y a, donc, pour ces dossiers, il faut fournir ses revenus, il faut fournir les, euh, des documents de son domicile pour voir si l'enfant peut être accueilli. Donc ça, c'est la première difficulté par rapport aux parents que nous comprenons. Ensuite, il faut remercier l'ambassade de France. En tout cas, c'est l'occasion de le faire parce que, pour la petite histoire, c'est l'ancien ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, François Baroteau, qui a délivré le visa, par exemple, de la petite Lisa. Et je peux vous dire que lorsque le visa de la petite Lisa a été délivré par l'ambassade de France, c'était vraiment une faveur. Parce que à cette époque-là, Urgence Enfants Africains n'était pas du tout enregistré. Et l'ambassadeur de France nous a fait confiance, nous a dit que c'était un cas urgent. Il a vu le dossier, il nous a délivré le visa sanitaire de la petite Lisa Nganga qui est arrivée en France, qui a fait un séjour de 2 mois en France et qui est rentrée au Congo. Donc, voilà un peu comment les choses se sont passées pour ce cas-là et pour la délivrance des visas. Et nous espérons continuer à travailler avec le ministère des Affaires étrangères français, parce que lorsqu'il y a des enfants africains ou gabonais ou nigériens demain qui qu'on doit faire venir en France, il faut passer par les ambassades et nous travaillons, nous essayons de travailler avec les autorités françaises pour faciliter la délivrance de ces visas sanitaires. Et quels sont donc les délais de traitement de ces dossiers, de la localisation d'abord ou de la demande adressée par les patients jusqu'à l'aboutissement du dossier et que la personne arrive finalement en France pour se Alors, traiter? un dossier normalement, il faut 1 mois pour valider un dossier. C'est-à-dire que pardon, la première étape, il faut en gros 1 mois lorsqu'on a un dossier complet. Vous savez, aujourd'hui, avec les différents justificatifs, scanners, IRM qu'on a, on peut donner une tendance d'une maladie. En tout cas, on peut diagnostiquer. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de téléconsultation. Mais pour revenir, vous allez m'excuser parce que je n'ai pas totalement répondu à votre question précédente. Je vous Euh, prie. les autorités congolaises, bon, pour le moment en tout cas, ne nous ont jamais contactés. Je pense que Vous non plus, vous ne les avez jamais contactés. alors, nous, non, mais si vous voulez, vous savez, nous essayons de soigner des enfants congolais. Nous sommes confrontés également à des enfants qui ne peuvent être évacués à l'étranger parce que n'ayant pas de passeport. Vous savez qu'il y a une grosse difficulté concernant la délivrance des passeports au Congo-Brazzaville. Mais nous attendons également, donc de ce côté-là, j'ai pas envie de dire qu'on fasse des demandes au gouvernement congolais. La délivrance d'un document d'identité est normalement un droit pour les citoyens. Donc, nous ne voyons pas, nous, pour notre part, pourquoi. Oui, mais on peut toutefois faire la demande, rappeler, parce que finalement, qui ne demande rien n'a rien. C'est ça aussi le Oui, problème. mais après, on fait en sorte également que les familles s'investissent, même s'il y a des familles qui, si vous voulez, n'ont pas les moyens, en tout cas, de faire toutes ces demandes, surtout lorsqu'elles sont localisées dans le département. Mais vous avez
des gouvernements africains, en particulier en Afrique centrale, qui nous ont déjà contactés pour voir comment nous pouvons travailler ensemble. Et même là, on parle d'enfants congolais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous évacuons des enfants congolais dans des pays africains tiers, nous ne pouvons pas évacuer plus de 2 enfants. Parce que ces missions humanitaires, pour que vous compreniez bien, elles sont d'abord financées par des mécènes de ces pays où sont réalisées ces missions humanitaires. En Guinée, où nous sommes partis en octobre 2023, la mission humanitaire a été financée par une femme d'affaires libanaise née en Guinée, grandie en Guinée, donc elle est guinéenne mais d'origine libanaise, qui a financé la mission humanitaire à hauteur de 40 000 dollars. Et donc, c'est un peu une faveur qui a été faite à Urgence Africaine pour qu'on évacue le petit Jean Placide dans ce Oui, mais pays. est-ce que ça veut dire aussi, Mingo Biango, ça veut aussi dire que s'il y a beaucoup plus d'argent, plus de donateurs, vous pouvez donc prendre charge de plusieurs enfants au même moment? Alors, si c'est dans un pays tiers africain, très honnêtement, ça va être compliqué, comme je vous disais, c'est-à-dire que un mécène, pour prendre le cas de la Guinée, qui finance une mission humanitaire en Guinée, c'est d'abord à l'endroit des enfants guinéens et non des enfants de toute l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour les enfants congolais, à terme ou à long terme, nous travaillons sur une solution où les missions humanitaires se fassent dans la sous-région. Ça peut être ou la RDC avec qui nous sommes en train de discuter, mais comme vous le savez, il y a eu une élection euh, qui a fait que les pourparlers n'avancent pas rapidement. Vous avez également le Gabon, où nous pouvons demain organiser une mission humanitaire qui va faire qu'on mutualise un peu, si vous voulez, le Oui, transfert mais des enfants ma congolais question, et peut-être au Congo-Brazzaville Biango, demain pardon. si une opportunité se présente. Oui, ma question, c'était beaucoup plus de savoir, parce que tout à l'heure, vous avez dit, c'est difficile de prendre charge de 2 enfants au même moment ou 3, voilà. Et voilà pourquoi je vous posais la question, mais si les finances sont disponibles, est-ce que vous pouvez le faire? Parce que ici, je pense quand même au Congo-Brazzaville, il y a des fonds comme ça, il y a des, comment on appelle ça, des ONG, j'allais dire aussi des sociétés, par exemple, qui exploitent dans le pétrole, qui ont des fondations qui peuvent venir en aide. Ces sociétés-là peuvent vous venir en aide à partir de leur fondation. D'accord? Je pense à Eni, je pense à Total, je pense à Peranco. Toutes ces sociétés peuvent vous venir en aide. C'est quand même des cas humanitaires. Donc, voilà pourquoi je pose la question de savoir si les fonds sont disponibles. C'est-à-dire, le financement est conséquent. À ce moment-là, vous pouvez prendre charge de plusieurs enfants au même moment. Alors, je peux vous dire que ceux qui me connaissent savent que je suis très critique de la situation euh, de la gouvernance au Congo-Brazzaville, mais tout ce qui est, tout ce qui concerne la santé des enfants et tout simplement la santé en général n'est pas un sujet de politique intérieure ou Non, il n'y a rien de de politique là, c'est politique humanitaire, politicienne. carrément. Oui. Ah oui, c'est totalement humanitaire, je vous rejoins. Donc demain, si les conditions permettent qu'on organise une mission humanitaire au Congo-Brazzaville, ça sera avec plaisir. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'organiser une mission humanitaire ne se fait pas en un claquement de main. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de travailler avec des ONG qui ont pignon sur eux et qui sont très rigoureuses. L'Afrique aujourd'hui est un continent où on accepte n'importe quelle mission humanitaire. Donc, nous faisons très attention à nos partenaires. Pour vous dire, les enfants du Noma, par exemple, avec laquelle nous travaillons, euh, lorsqu'elle organise une mission humanitaire, elle est conduite par un professeur de médecine avec des soignants expérimentés. Donc ça, si vous voulez, c'est une ONG que nous considérons très rigoureuse, que nous avons vue à l'œuvre et donc, réunir ce type de soignants n'est pas non plus facile à faire. Mais si, comme vous le dites, les moyens le permettent, demain, nous sommes prêts à organiser
des missions humanitaires pérennes au Congo-Brazzaville. Et si vous voulez, ça sera avec plaisir parce que lorsque vous avez une mission humanitaire, vous avez à peu près une quarantaine d'enfants qui sont soignés, mais de chirurgie lourde. Donc, vous pouvez vous imaginer que demain, si nous organisons une mission, des enfants viendront de toute la République, en tout cas ceux qui seront sélectionnés pour être soignés. Il y aura un transfert de compétences, comme je vous l'ai expliqué, et le Congo sera tout simplement gagnant. Et pour vous dire, aujourd'hui, nous travaillons également sur un collège franco-africain de médecine, de médecine, c'est-à-dire que on est en train de prospecter avec nos partenaires pour installer un collège franco-africain où seront formés à des techniques particulières de chirurgie des soignants africains. Donc, nous travaillons sur ce sujet-là également. Donc, nous serons très, très heureux que cela se fasse en Afrique centrale, mais encore faut-il que les gouvernants de l'Afrique centrale comprennent que ce sont des projets utiles et il faut qu'ils se mobilisent. Après, pour vous dire, une mission humanitaire telle que nous les organisons avec nos partenaires coûte en moyenne 30 000 euros. 30 000 euros, c'est pas grand-chose, c'est 20 millions de francs CFA. Donc, demain, oui, Perenco, Eni ou Total peuvent financer ce type de mission. Et pour vous dire, les soignants qui arrivent sont bénévoles, ne sont pas rémunérés, prennent sur leur congé qu'ils auraient pu passer avec leur famille. En gros, les 20 millions de francs CFA, ou pour parler de 30 000 euros, c'est un budget qui est affecté aux billets d'avion des soignants qui arrivent, c'est en gros une dizaine de soignants, et de leur hébergement. Après, il y a quelques accessoires. Donc, pour en gros 20 à 25 millions de francs CFA, franchement, je vous dirais que si demain nous ne sommes pas capables d'organiser ce type de mission en Afrique centrale, ça serait vraiment un gros échec, en sachant que des diasporas sérieuses, on n'est même pas obligé demain d'attendre que ce financement se fasse par un État. Il faut aussi que les Congolais, c'est-à-dire la diaspora et les citoyens lambda, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, nous pouvons nous organiser pour financer ce type de mission. Comme qui dirait, à la santé n'a pas de prix. Alors, mais qui sont donc vos partenaires concrètement? Alors, nos partenaires soignants, ce sont donc, vous avez Face au Monde. Face au Monde, c'est une association des chirurgiens de l'hôpital Necker à Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôpital Necker, c'est un hôpital spécialisé dans les enfants, dans les maladies rares des enfants en France. Hein. C'est l'unique hôpital où vous avez une certaine expertise qu'on ne trouve pas dans d'autres hôpitaux, même si ces hôpitaux-là, effectivement, soignent des enfants. En tout cas, vous avez donc Face au Monde, vous avez les enfants du Noma. Nous sommes pour parler avec Merci Chip, mais on pourrait y revenir. Vous savez bien que Merci Chip, en 2012, je crois, a fait une mission humanitaire au Congo. Mais comme au Congo, les choses sont toujours compliquées, il n'y a pas eu de suite. Je sais pourquoi il n'y a pas eu de suite, mais bon, c'est Que assez s'est-il, pathétique. C'est assez pathétique. que Il y a un s'était-il contrat oui, que aujourd'hui. s'était-il concrètement passé? Apparemment, vous êtes informé. Ah oui, mais je suis Pourquoi il n'y a informé pas parce eu que suite? mais nous sommes totalement informés. Il faut savoir également que Merci Chip Afrique, en tout cas la branche Afrique de Merci Chip, est dirigée par un Congolais, le docteur Pélé. Donc, c'est quand même assez curieux de voir que une ONG qui a une convention avec l'État congolais a fait une mission et n'est jamais plus revenue. Donc, vous voyez bien Oui, que il y a eu un s'était-il passé souci. concrètement? Apparemment, vous ne nous dites toujours pas Mais ce qui s'est passé. les choses, les choses, on peut l'imaginer, ne se sont pas passées, c'est-à-dire que l'État congolais n'a pas répondu aux recommandations, en tout cas au cahier des charges. Au cahier des charges, pourtant, Merci Chip est arrivé à soigner euh, plus d'une centaine d'enfants, hein, sinon un peu plus. Hein. C'est une ONG américaine qui a des bateaux hôpital il y a des bateaux hôpital et donc lorsqu'elle accoste, en tout cas ces bateaux accostent dans votre pays, il y a une sélection en amont qui se fait et puis les enfants sont soignés. Il y a également des médecins
locaux qui participent à ces opérations-là. Et au final, je pense que le pays qui accueille est totalement satisfait. Mais malheureusement, au Congo, il n'y a pas eu de suite. Donc oui, les choses se C'est bien sont très curieux mal alors passées. que je disais que c'est bien curieux alors que c'était au bénéfice des Congolais, bien Et tout à entendu. Et fait. on a vu, évidemment, beaucoup des Congolais ont trouvé, je crois, guérison à partir de cette mission. On se souvient encore, c'est un grand bâtiment d'ailleurs, hein, Vous médical qui étiez a au Congo, accosté à j'imagine, à Pointe-Noire. Oui, Pointe-Noire, j'étais donc vous encore au connaissez bien. Congo Ah ben et nous oui. avons fait ce reportage. Nous avons même suivi les cas qui ont trouvé satisfaction. Et là, je découvre avec vous que finalement, il se serait passé quelque chose. Mais nous n'inventons rien. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous allons discuter avec Mercy Ship. Le volet Mercy Ship, bon, il y a une convention avec le Congo. Hein. Donc, il n'est pas question pour nous, si vous voulez, d'avoir une convention pour transférer les enfants congolais dans les pays où accostent, en tout cas où travaille Mercy Ship. Pour le moment, je pense que dernière nouvelle, il y avait un bateau du côté de Madagascar. Mais si vous voulez, le travail qu'on va faire avec Mercy Ship, c'est plutôt dans la formation des soignants congolais. Et c'est pour ça que notre ONG Urgence Enfants Africains est ouverte non seulement pour l'évacuation des enfants à l'étranger pour des maladies qui ne peuvent se soigner dans leur pays d'origine, en particulier le Congo, mais il y a également des médecins congolais qui peuvent être, en tout cas, qui peuvent continuer d'être formés dans les équipes de Mercy Ship et nous allons travailler, en tout cas, nous travaillons sur ce volet-là. Donc demain, si les choses aboutissent, nous pourrons de transférer des soignants congolais dans les bâtiments de Mercy Ship. Je ne sais pas si vous êtes la personne à même de répondre à la question que voici. Tout à l'heure, vous parliez de Mercy Ship et bon, finalement, ce bateau n'est plus revenu, ce bâtiment géant d'ailleurs, qui n'est plus revenu. Mais quelque temps après, il y a eu une initiative dans le même sens et cette fois-là, je crois, organisée par Denis Christel Sassou Nguesso. Est-ce que je peux comprendre par là qu'ils n'ont plus voulu voir Mercy Ship pour peut-être installer leur propre structure, c'est ça, mais qui n'a pas fait long feu finalement, ça s'est arrêté à la première mission. On ne sait plus qu'est-ce Écoutez, que cette initiative est devenue. très honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec Christelle Denis Sassou Nguesso, mais il y a une chose est sûre, et ça c'est dans tous les domaines, euh, une mission humanitaire ne s'improvise pas du tout. Parce que si vous improvisez une mission humanitaire, il risque demain d'avoir des catastrophes. Parce que, comme je vous le disais, aujourd'hui en Afrique, les autorités ne sont pas très regardantes. Il suffit qu'un étranger arrive avec se revendiquant médecin, euh, mais est-ce qu'en amont, l'État congolais vérifie que c'est réellement des médecins qui arrivent? Première question. On peut avoir affaire à des charlatans. Comme vous le savez, même dans les pays occidentaux, il y a parfois, malheureusement, des personnes qui sont radiées de l'ordre, mais qui continuent de pratiquer, ou en Afrique ou ailleurs. Bon, bref, il y a déjà ce volet-là. Ensuite, comment les choses se sont passées avec Christelle Denis Sassou Nguesso, très honnêtement, je ne sais rien. Mais je sais une chose, c'est que les ONG également, avant, lorsqu'elles sont sérieuses comme celle avec lesquelles nous travaillons, elles se renseignent quand même. Hein, elles n'acceptent pas non plus tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Très honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, politiser, comme souvent c'est le cas pour les dirigeants africains des missions humanitaires qu'ils vont revendiquer avoir organisées pour avoir des voix, encore que dans notre pays, comme vous le savez, les élections sont ce qu'elles sont, donc on n'a même pas besoin, si vous voulez, de voix pour accéder à différents postes de responsabilité. C'est plutôt une erreur. Mais pour notre part, en tout cas, nous sommes disposés demain, si les conditions le permettent, d'organiser une mission humanitaire au Congo. Maintenant, nous sommes une ONG panafricaine. Nous serons disposés à travailler avec nos frères du Gabon, de la RDC, de l'Angola et autres. Hein. Chez nous, le panafricanisme n'est pas un vain mot, c'est-à-dire juste un discours comme on l'entend aujourd'hui de gauche à droite. Nous sommes vraiment aujourd'hui dans le volet panafricain de l'humanitaire et de la médecine.
Alors, nous allons terminer avec ce volet par cette dernière question. Qu'adviendrait-il si jamais il y a un adulte, par exemple, qui se retrouve dans ce besoin, c'est-à-dire qui souffrirait d'un cas, une pathologie tout à fait difficile, comme vous êtes en train de le dire, qui n'est pas du tout prise en charge dans son pays d'origine. Ça peut être le Congo, le Gabon, le Cameroun, pourquoi pas la Centrafrique, le Mali, le Burkina Mais, et le Niger. euh, et, et- mais là, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes également confrontés à des réalités qui sont difficiles, hein. Comme je vous le disais, nous faisons la moyenne sélection. Et ce qu'il faut savoir, par exemple, on a parlé du maxillofacial. Dans le maxillofacial, il y a des tumeurs qui peuvent être cancéreuses ou non. Et nos partenaires, si vous voulez, ne prennent pas en charge les pathologies cancéreuses. Pourquoi? Parce qu'elles nécessitent des traitements très lourds. Et donc, il arrive qu'on annonce à une famille que la pathologie ne peut pas être prise en compte par notre partenaire parce qu'il s'agit tout simplement d'un cancer, par exemple. Et c'est assez difficile pour nous, hein, d'annoncer ce type de, d'informations, en tout cas aux familles. Mais ce qu'il faut que nous fassions, c'est déjà que nos États mettent en place, développent des politiques socio-sanitaires qui vont faire que la majorité des enfants soient pris en charge dans leur pays. Quand on a parlé de Pied-Beau, par exemple, ben, il y a des pays dans lesquels, avec le transfert des compétences, les Pied-Beaux sont soignés par les locaux. Là, on parle de Pied-Beau. Aujourd'hui, au Congo, vous avez un excellent médecin, dont je ne citerai pas le nom, qui a été formé à l'étranger sur des Pied-Beaux. Donc, c'est d'abord, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes un peu comme des pompiers qui essayons d'éteindre des petits incendies, mais c'est aux États de prendre en charge toutes ces pathologies. Alors, nous allons passer au dernier volet, si nous avons encore le temps, et ça, je vais regarder du côté de la régie. Est-ce qu'on peut continuer? Sinon, on va boucler à ce niveau. On nous signale que nous avons encore 5 minutes, donc on peut continuer. Le dernier volet porte sur, évidemment, vous avez probablement suivi des associations, je vais dire, des ONG congolaises qui ont organisé une conférence de presse sous le label de la grâce présidentielle pour évidemment demander, comme qui dirait, solliciter la libération des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et le député Okombi Salissa. Condamnés depuis quelques années à des peines d'emprisonnement, notamment M. Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Monsieur le Président de la République, nous sommes convaincus que cette fois-ci, notre cri de cœur vous parviendra. Tournons la page, appelle les femmes et les hommes de bonne volonté à unir leur voix aux nôtres pour solliciter cette grâce présidentielle. Aussi, cette coalition affirme avoir déjà écrit à plusieurs reprises au président de la République, chef de l'État. Déjà le 7 août 2023, TLP Congo s'était adressé au président de la République en ces termes. L'article 92 de la Constitution du 25 octobre 2015 nous renseigne que vous êtes investi du pouvoir d'accorder une grâce à tout compatriote, quel que soit le motif de sa condamnation. C'est à la lumière de celui-ci que nous vous adressons cette lettre qui, pour nous, est un cri de cœur par lequel nous sollicitons votre humanité. Votre capacité à dialoguer et à pardonner ne laisse aucun doute, car la paix se nourrit à la scène du dialogue. Votre première lecture sur cette demande de grâce présidentielle, vous trouvez que cela est compatible par rapport à leur situation? Parce que il faut, pendant que vous allez répondre, juste une petite précision, selon l'opposition et selon ce que tout le monde sait, mais aussi les experts de l'ONU, ce sont des prisonniers politiques, donc ce ne sont pas des prisonniers de droit commun. Votre première lecture sur la grâce présidentielle. Alors, ma première lecture, elle est non seulement sur la grâce présidentielle, mais c'est surtout un drame humain.
C'est surtout et d'abord un drame humain. On sait tous que le général Mokoko, André Okombi Salissa, sont des prisonniers politiques. Mais au-delà, il s'agit aujourd'hui d'un drame humain. Si je ne me trompe pas, le général Mokoko aura bientôt 75 ans. Donc, il faut, je pense, qu'il soit libéré sans condition. Maintenant, on est quand même dans une situation politique assez complexe. Euh, il y a, si vous voulez, plusieurs solutions. Il y a déjà la volonté hein, du général Mokoko qui, dans une vidéo que qu'on a tous visionnée, me disait qu'il avait réglé son différend avec M. Denis Sassou Nguesso en famille. Moi, j'espère, en tout cas, s'ils peuvent le régler en famille, mais la place du général Mokoko et d'Honoré Komi Salissa ne sont pas en prison. Donc, il y a ça. Ensuite, une grâce présidentielle. Bon, écoutez, pour ma part, grâce présidentielle, on sait que ce sont des prisonniers de M. Denis Sassou Nguesso. Peut-être que ce dernier a besoin d'une sortie honorable également. Donc, ce règlement qui, normalement, n'est pas judiciaire, doit trouver une solution politique. Mais au-delà de la libération que nous demandons inconditionnelle, en tout cas sans condition, des deux prisonniers politiques les plus célèbres du Congo, nous appelons M. Denis Sassou Nguesso, le PCP et en tout cas tous ceux qui sont de ce pouvoir-là, de revenir à la raison, de s'asseoir avec toutes les autres forces vives du pays pour qu'enfin nous asseyions et que nous fassions repartir ce pays-là sur des bons pieds. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un drame aujourd'hui de toute cette jeunesse formée, soit à l'étranger ou au Congo. Le Congo, aujourd'hui, est une poudrière à ciel ouvert. Euh, il faut, je C'est-à-dire pense, une poudrière à ciel ouvert. tout à fait, c'est une poudrière à ciel ouvert parce que tous les Congolais se regardent en chien de faïence. Il suffit demain qu'il y ait une tendance qui est peut-être les moyens de changer le rapport de force pour que le Congo retombe dans une guerre civile. Et je peux vous dire que si demain nous retombons dans une guerre civile, elle sera peut-être pire que celle du Rwanda. Il faut s'attendre à un génocide au Congo, d'autant plus que il y a déjà des génocides qui se sont euh, déroulés dans la région du Pôle principalement, y compris dans la Bouenza. Donc, les haines sont tellement énormes que nous appelons les Congolais à se ressaisir, en particulier M. Denis Sassou Nguesso, qui doit surtout penser à sa progéniture parce qu'après lui, il risque de mettre en difficulté toute sa progéniture parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même au sein du PCP, il y a une tendance qui se considère marginalisée et qui en veut aux descendants, en tout cas aux enfants et neveux de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, s'il est un peu sage, en tout cas, je pense qu'il peut lui rester une once de sagesse. Il faut qu'il pense à sa descendance, il faut qu'il essaie de quitter le pouvoir en organisant les choses pour qu'elles se passent normalement. Et puis, il faut enfin que ce pays avance. C'est un pays où on a toutes les potentialités pour faire un petit pays. Il y a de la place pour tout le monde. Et nous ne comprenons pas que nous en soyons là. Nous sommes la risée de toute l'Afrique. Hein. Donc, voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Donc, libération du général Mokoko sans condition et ensuite un Mbongi général pour reprendre la phrase en tout cas le concept du doyen Boumkadje qui appelle à une conférence internationale. En tout cas, je pense que c'est un concept qui résume bien un Mbongi, c'est-à-dire un Mbongi congolais. Et comme nous savons que les Congolais ne tiennent souvent pas parole, il faut qu'on soit assisté par, pour ne pas dire la communauté internationale, mais en tout cas des pays qui peuvent nous assister pour nous accompagner dans cette résolution politique de notre pays. Alors donc vous disiez tout à l'heure que finalement le gaz se répand déjà, voilà, et il suffit d'une étincelle pour que tout brûle au Congo-Brazzaville. Il faut désormais un peu plus de sagesse et de dextérité. Mais je reviens sur la grâce présidentielle.
Vous ne pensez pas que parler de la grâce présidentielle est une forme de compromission finalement parce que qui dit grâce présidentielle, c'est aussi une manière de reconnaître que finalement, ce sont des prisonniers de droit commun. Écoutez, moi, je vais vous surprendre. Nous ne sommes pas à la place du général Mokoko et on ne sait pas du tout dans quel état mental il est. Il est peut-être également dans, dans, dans une espèce d'affrontement psychologique. Mais si une grâce présidentielle peut faire en sorte qu'on libère le général Mokoko, je pense que non seulement ça va être en guillemets à l'honneur de M. Denis Sassou Nguesso, mais il retrouvera sa famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le général Mokoko n'appartient plus seulement à sa famille, mais le général Mokoko appartient à tous les Congolais qui l'ont voté majoritairement à la dernière élection. Donc moi, personnellement, si une grâce présidentielle, qu'on aime ça ou pas, peut libérer le général Mokoko, moi je l'appelle enfin, je l'appelle de tous mes voeux, en tout cas si ça peut faire qu'il sorte, pourquoi pas. Je me réjouirais qu'il soit sorti, mais je pense aussi qu'il faut que les Congolais demain discutent entre eux, hein. C'est-à-dire que demain, notre génération est appelée à discuter avec la même génération qui est au PCP au pouvoir. Si on veut que notre pays s'en sorte, il n'y a aucune frange de la population qui pourrait développer ce pays seul. Donc, la politique, c'est l'art du compromis. La politique, c'est également une once de sagesse. Et moi, j'appelle tous les Congolais. De toutes les façons, j'ai toujours milité sur le plan politique d'une transition démocratique au Congo. Et une transition démocratique doit être consensuelle, ça veut dire avec tous les enfants du Congo, quelles que soient leurs opinions politiques. Oui, mais puisque évidemment vous dites ce que pense le général Mokoko, tout le monde le sait, parce que rappelons que quelques jours, je crois, après, sinon quelques semaines après sa reclusion forcée, bien entendu, il a reçu la visite de Jean-Pierre Vuidon, c'est cela le nom, de l'ambassadeur, alors ambassadeur de France au Congo. Avant cette visite, c'était Jean-Yves Olivier qu'il avait visité. C'est ce lobbyiste de Denis Sassou Nguesso qui se passe aussi pour un diplomate de l'ombre, qui lui feront donc la proposition de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit libre. Ce que Mokoko leur avait dit, niet, pas question de reconnaître cela. Et bien en plus, Mokoko va accuser la France de l'avoir lâché. Ce sont des informations que vous trouverez sur des sites d'information de Libération, il y a aussi Mediapart. Et donc, malgré qu'ils ont insisté, Mokoko leur a dit je ne pouvais pas parce que finalement, je ne cautionnerai pas cette mascarade, cette tricherie. D'accord? Et plus loin, il y a aussi eu d'autres initiatives où il a fini par dire pas question. Si c'est pour des compromissions, je ne le ferai pas. Alors aujourd'hui, parler de grâce présidentielle, vous ne pensez pas que c'est, n'est-ce pas, aller à l'encontre carrément de la volonté du général Jean-Marie Michel Mokoko lui-même? Écoutez, vous savez, le volet Jean-Marie Michel Mokoko, comme vous le disiez, moi, c'est quelque chose que, comme beaucoup d'Africains, ont suivi avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que nous avons besoin d'autres bon, je peux vous dire que le général Mokoko aurait peut-être été plus utile pour les Congolais en dehors de la prison, à l'intérieur de la prison, parce que reconnaissons-le, c'est que l'enthousiasme est tombé. Le général Mokoko a été abandonné par les Congolais qui l'ont voté. Donc, je pense que le général Mokoko, en tout cas pour ma part, je vais peut-être vous surprendre lorsqu'on lui a fait la proposition. La politique, c'est également l'art de la stratégie. Je pense qu'il aurait été plus utile à l'étranger pour les Congolais en prison où il est. Parce que malheureusement, le général Mokoko n'a pas de réseau constitué comme l'avait Nelson Nelson Mandela. Mandela. Aujourd'hui, comme on le sait, le général Mokoko, je pense, mon cher frère Christian Perrin, que sa place n'est pas du tout en prison. En tout cas, il n'y a aucune gloire à rester en prison
dans cet été-là, parce que même si c'est contre sa volonté, vous savez, aujourd'hui, vous avez un grand froid ici en France. Il y a un débat pour savoir si les sans-abri doivent être de force emmenés dans des abris. Moi, je dirais, pour le général Mokoko, qu'il le veuille ou non, si j'avais les moyens, je le sortirais de prison, même à l'insu de son plein gré. Donc, pour moi, la solution, elle est tranchée. C'est un problème humanitaire, mais également politique. Vous ne craignez pas que finalement qu'il soit finalement libéré sous condition, par exemple, de lui demander de ne plus faire la politique, de ne plus interférer dans les affaires politiques au Congo-Brazzaville? C'est bien possible. Et vous pensez Mais qu'à ce entre, moment-là, il pourrait encore être utile? oui, non, mais entre ce qu'on vous demande et ce que vous pouvez faire, la politique est une question de rapport de force. Lorsque M. Denis Sassou Nguesso, sous Sassou I, avait accepté de libérer le professeur Pascal Lissouba sous la pression d'Omar Bongo et de la communauté internationale, la condition qui avait été donnée au professeur Pascal Lissouba était qu'il ne fasse plus de politique. Mais cela ne l'a pas empêché en 92 de revenir faire de la politique. Donc, la politique est une question de rapport de force, d'opportunité. C'est pas parce que demain, dans un deal où on dirait, comme vous le dites, que le général Mokoko signe qu'il ne fasse plus de politique. Bon, il faut savoir aussi que le général doit transmettre le flambeau. Donc, le général aujourd'hui est un symbole. Je pense que au-delà de faire de la politique, il peut accompagner le Congo dans une transition paisible. Non Quand vous parlez de seulement transition, à quoi faites-vous? il peut être au gouvernement ou pas. Oui, lorsque vous parlez de transition, Migwa, à quoi faites-vous concrètement allusion? Une transition sous Denis Sassou Nguesso, c'est ça? Écoutez, une transition, en tout cas, si ça ne tenait qu'à moi, bon, il faut dire aussi qu'une transition avec Denis Sassou Nguesso, Monsieur Denis Sassou Nguesso, il est sous la fin. Ma projection, elle se fait sans Monsieur Denis Sassou Nguesso. Si Monsieur Denis Sassou Nguesso avait l'âge de son fils, je vous aurais dit que dans une solution pacifique, qu'il faut également intégrer. Maintenant, si, pour vous répondre, hein, une transition politique, c'est toujours un rapport de force. Si M. Denis Sassou Nguesso a été président pendant la transition politique au Brazzaville, c'est parce que le rapport de force est imposé. Les gens ne l'ont pas accepté de gaieté de cœur. Donc, une transition politique sur le principe sans M. Denis Sassou Nguesso, pour ma part, oui, parce que je pense qu'il a aujourd'hui des arrière-petits-enfants qui, des arrière-petits-enfants qui peut enfin en tout cas avec qui il peut passer un tout petit peu de temps dans son village à Ouyo. Maintenant, la véritable question est de savoir, et je pense que vous aurez peut-être pu nous poser la question directement, mais on va en arriver là. Est-ce que une transition politique au Congo-Brazzaville demain s'entend dans une impunité totale? C'est ça la question à laquelle les gens ne veulent pas répondre. Si demain, pour reprendre ce que le président Bonkadia propose, et c'est pour ça que nous proposons, en tout cas, c'est pour ça que je suis d'accord, peut-être avec mes mots, mais bon, comme le président Bonkadia théorise sur la conférence internationale, c'est pour ça que demain, s'il y a un compromis politique, il faut qu'elle se fasse sous l'égide de la communauté internationale pour que ceux qui ne respectent pas le deal final soient condamnés par celle-ci. Donc, je pense que demain, oui, il faut quand même que la justice passe sur certains faits. Je pense qu'une transition politique, c'est finalement, il faut faire des compromis. Pour Des certains, ça va être concessions. de la compromission. C'est assez délicat. Et je peux vous dire que oui, c'est délicat parce que moi-même, j'ai perdu mon grand-père pendant la guerre. Mon papa est également décédé pendant une des guerres au Congo-Brazzaville. Donc, j'aurais pu avoir toute cette rancœur en disant vengeance, en disant vengeance. Non. Mais je pense que les grands esprits doivent ne pas oublier, mais les grands esprits doivent avancer. Je pense que l'avenir du Congo, c'est avec les membres du PCT actuel, parce que il y a quand même des gens aujourd'hui qui n'ont, j'ai pas envie de dire qu'ils n'ont pas le choix, mais vous avez, par exemple, Monsieur Ngolo.
Si demain, M. Ngolo, l'actuel président du Sénat congolais, qui, dans la concession de M. Denis Sassou Nguesso, et si vous voulez, celui qui pourrait le remplacer s'il n'est plus en mesure de gouverner, c'est ce qui va s'imposer au Congolais demain par la communauté internationale. Donc, M. Ngolo, par exemple, n'est pas non plus un ayatollah. Si c'est le choix qui est imposé demain aux Congolais, ben écoutez, je pense que dans un deal global, un deal sincère, les Congolais peuvent travailler avec M. Ngolo et avec toutes les personnalités du PCT qui, je pense, sont également des patriotes comme nous. Merci Mingwa Biango d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes administrateur du site d'information Congo Liberty et président exécutif de l'ONG Urgence Enfants Africains. En tout cas, merci d'avoir disposé ce temps aujourd'hui pour nous. Oui, vous avez Merci, quelque chose à dire? Oui, merci beaucoup, monsieur et frères Christian Perrin. C'était en tout cas pour demander aux Congolais de soutenir la chaîne R7 TLR TV parce que je le dis chaque fois que je passe, en tout cas sur votre antenne, vous faites un excellent travail et que les Congolais qui vous suivent, normalement, pourraient éventuellement participer euh, à la production de toutes vos émissions en participant financièrement. Bétoba Congolais, vous allez m'excuser de parler, Je enfin vous en prie, ce m'excuser, sont nos langues, hein, les langues je vais nationales parler reconnues. en langue nationale. Bétoba Congolais, Bétmezo la Ofélé. Papa Christian Perrin na équipe ya TLR TV baki na bamakanda aussi babizizi bianke na talaka wa yake sosa bambungu munu mingwa muvandisala aussi bavideo na Congo Liberty yake tango ya mingi donc il faut bantango kaka beto tula maboko na baina kesala bamambu ya bien yake TLR TV yake Ziana TV babantu mekuma nasuka kutala bamatinal kutala Christian Perrin que ça la ba émission. Mais ben pesa kata mo pata même si ba yufuna benové. Ben kuzwa adresse mail ben yufula ba ou mutinu belenda filisa ba ou moi pata. Donc beto ba congolais bet fungula bantima. Ofele ina ben bika ba Sassou Nguesso me habitué beto na kona kabula ba pata v. Ina ke kuzwa 10 francs un fils. Pona bato mboka nalingaki naloba te makambo ya mboka eza minene biso bakongolais esengeli tovanda tosangana mpo mboka na biso ekende liboso na mboka na biso moto azala ya ngambo azala ya likolo azala ya se bisika nyonso bisika ya bato nyonso ezali makambo ya batribalisme wana oyo bakoko batata na biso batikeli biso génération na biso balanda esengeli tovanda po mboka ekende liboso bino bakongolais bozotala lelo ngai nazoleka na TLR TV bamisusu batalaka na Ziana TV me bachaîne na biso oyo bazosala mosala ya makasi il faut totia bango maboko oyo aza na 1000 francs depuis mboka ba Western Union ezali bato ya diaspora awa ezalaka na biso awa bakobenga yo omoni Ziana TV omoni TLR TV omoni Christian Perrin mais yo moto otalaka Christian Perrin mikolo nyonso okanisi te ke Christian Perrin azana ye mpe azana mwasi azana bana bato ya oyo bazosala bavideo na nsima ya Christian Perrin bopesaka ata mwa mabonza mpo bamakambo ekendeke mpe liboso ezali te lobilobi Christian Perrin soki azwi mosala na ye mosusu akeyo Christian Perrin aliaki mbongo biso bakongolais tolingi ofeli bopesaka mabonza mpe na baoyo bazosala baémission oyo nasilisi donc bonana na bino nyonso en tout cas tozala santé ya bien na mvula oyo nakanisi ezala mvula moko oyo bakongolais bakovanda démocratie ezonga na mboka comme ça bana nyonso ya Congo bazala esika moko natondi mingi ngai mpe natondi yo mingi ndeko na ngai Mingwa Biango en tout cas boyoki bino moko botindaka mabonza botinda mwa badime biso toza église te toza télévision mais en fait
Nous avons besoin également de votre participation, pourquoi pas, de vos aides, comme on l'a dit, toutes les chaînes, sinon les médias, j'allais dire les médias alternatifs, hein. On a cité Ziana TV, Teler TV, vous avez Afrique TV, il y en a plein, plein, désormais, en ligne, qui vous informent. Ces médias ont besoin aussi de votre apport, quelle qu'en soit la forme. Et merci donc de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Aussi, il faut penser à cliquer sur un petit pouce en l'air, juste en bas de cette vidéo, après avoir partagé massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.